Bien, bonjour mesdames et messieurs, nous allons poursuivre notre cours sur les controverses à l'ère de l'Anthropocène. Je vous avais traité lors du précédent cours les rapports un peu particuliers qui naissaient de l'homme à l'animal par rapport à la notion d'espèce protégée, et je vous avais annoncé qu'il y avait des rapports parfois un peu plus conflictuels alors même que l'espèce était protégée, et c'est ce que nous allons voir avec la question de la gestion des grands prédateurs, qu'il y ait eu réintroduction ou introduction. À titre préalable, je précise que je vais faire ce cours comme universitaire et non pas comme membre du Conseil national de la protection de la nature qui donne son avis au ministre sur un certain nombre d'éléments, notamment les plans nationaux d'action, lynx, loup et ours, et non plus comme vice-président du conseil scientifique du PNA lynx boréal, mais simplement comme universitaire. Donc il n'y aura pas de prise de parti particulière sur ce point, sachant que nous allons prochainement rendre des avis, notamment sur la question de l'effarouchement de l'ours dans les Pyrénées, mais j'y reviendrai. Ceci étant précisé, de quoi va-t-on parler ce matin ? En fait, comme je vous l'avais expliqué, il y existe des espèces qui sont dites espèces protégées parce que du fait d'un certain nombre d'intérêts, notamment intérêts scientifiques, elles figurent sur une liste dite d'espèces protégées qui va interdire la destruction, l'enlèvement, la mutilation, la capture, la perturbation intentionnelle, la naturalisation, etc., colportage, détention, vente, mise en vente, etc. Or, ces interdictions, ces prohibitions visent trois espèces emblématiques qui sont l'ours, le lynx et le loup. Et nous allons voir comment on passe petit à petit d'une volonté de protection de ces espèces à des obligations de gestion, à des nécessités de régulation de la prédation et enfin, le cas échéant, à une indemnisation des dommages qu'ils peuvent causer avec des régimes généraux et des régimes spéciaux dans ce cadre-là. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du loup, du lynx et de l'ours? Tout simplement parce que, après avoir disparu du fait de la prédation de l'homme, du fait de destruction, soit intentionnelle, piégeage, braconnage, abattage, soit non intentionnelle, notamment l'écrasement lorsqu'ils traversent les voies publiques, eh bien, ces espèces se sont réintroduites, contrairement à certaines légendes pour lesquelles il y a eu réintroduction de certaines espèces dans un premier temps, il y a eu réintroduction naturelle pour l'essentiel de celle-ci. Il faut attendre la loi du 10 juillet 1976 pour voir un statut particulier apporté à ces espèces, mettant en place leur protection. Protection dont j'ai réévoqué les termes tout à l'heure. Alors, on aurait pu imaginer que d'autres espèces que les trois que je vais évoquer soient traitées, notamment les réintroductions de rapaces, ce qui a été le cas notamment dans les Pyrénées, ce qui a été le cas dans le parc des Cévennes ou plus récemment encore dans le parc naturel régional du Verdon. Donc on pourrait envisager ces espèces. Je me suis polarisé sur les trois plus emblématiques, celles qui donnent lieu le plus, me semble-t-il, à controverse sur le territoire, alors même qu'elles sont dans un état relativement faible par rapport à ce qu'on appelle leur aire naturelle de répartition. Prenons l'ours tout d'abord. L'ours, il y avait un constat qui a été fait, c'est d'une chute drastique de population de l'ours, puisqu'en 1983, au moment où on commence à se préoccuper de l'ours en France, il n'existait qu'entre 3 et 15 ours, donc déjà la difficulté de pouvoir les dénombrer, 3 et 15 ours sur une population qui était estimée 30 ans auparavant à 70 têtes. Et en 1984, le ministère de l'Environnement lance le plan ours, dont l'objectif est de parvenir à une population d'une quarantaine d'ours en moins de 5 ans. Pour y arriver, un certain nombre de mesures sont mises en place pour ne pas que l'ours soit dérangé. Il y a également des mesures de réintroduction de celui-ci par capture notamment d'ours slovènes et transfert en France, ce qui sur le plan juridique pose un certain nombre de difficultés, notamment parce qu'il y a la convention de la CITES sur le commerce international des espèces protégées de 1973, sur laquelle l'ours est inscrite. Vous avez également des opérations de nourrissage artificiel, d'aménagement forestier particulier, d'interdiction de construire certaines routes pour notamment éviter des intersections de leur lieu de vie, ce qu'on appelle désormais maintenant les continuités
écologique, mais ces efforts n'ont pas été très fructueux, le moins qu'on puisse dire, principalement à cause d'une mauvaise coopération entre les États et d'une mauvaise coordination à l'échelon européen. Je ne parle pas naturellement des difficultés internes à la France d'acceptation du retour de l'ours sur le territoire. Et à ce point que en 1987, alors même qu'on avait prévu un fort accroissement de la population ursine, la population restait entre 9 et 15 ours en France. Je vous rappelle qu'elle était entre 3 et 15. Donc très faible augmentation par rapport à celle qui avait été prévue. En 1990, mesure un peu plus drastique, le ministre de l'Environnement de l'époque, Brice Lalonde, prend un arrêté créant des réserves pour protéger l'ours pendant les périodes de chasse, autrement dit interdisant aux chasseurs de pénétrer dans ces lieux. Et vous avez une période de forte opposition, de force opposition locale, avec des mesures irrégulières d'un point de vue pénal, des mesures irrégulières d'un point de vue administratif, notamment des syndicats forestiers qui vont tracer des pistes en dehors des autorisations qui avaient été faites, notamment au cœur du parc national des Pyrénées. Et une ours aurait été tuée dans ce cadre-là, ce qui fait qu'il ne restait plus que 2 femelles sur toute la population ursine dans le secteur. Et donc, le parc va perdre son label pour non-respect des recommandations qui avaient été adoptées à l'époque. Pour apaiser les choses, en 1994 va être signée une charte de développement durable des vallées béarnaises et de protection de l'ours. L'objectif est d'allier à long terme l'opinion publique locale avec les dirigeants politiques, les agriculteurs, avec les chasseurs. Finalement, on se rend compte que la difficulté n'est pas tant juridique que sociologique, voire, on le verra, voire économique. Difficulté, c'est que les chasseurs vont de nouveau abattre une des 2 dernières ours de souche pyrénéenne qui existait encore en 1994. 3 ours qui ont été lâchés par la suite, Canel, Melba et Franska, ont été abattus par des chasseurs de nouveau, sans véritable sanction pénale, puisque les principales sanctions étaient des sanctions de nature civile, donc d'indemnisation, mais certainement pas sanction pénale. En 2010, un chasseur est condamné en appel pour avoir mutilé un ours et donc avoir porté atteinte à sa conservation. Pour apaiser les choses, le parti a été pris par le ministère de l'Environnement de ne pas procéder à des réintroductions d'ours, mais au contraire de passer à un mécanisme différent qui est, nous le verrons, un mécanisme de gestion, un plan ours d'ailleurs imposé par la réglementation notamment communautaire, avec un accompagnement de mesures d'effarouchement sur lesquelles nous reviendrons. Mais ce recul de l'État par rapport à ses obligations va valoir une condamnation pour faute de l'État dans la méconnaissance de ses obligations de protection des ours dans les Pyrénées, dans la mesure où la population ursine, je cite, est soumise à un risque démographique significatif qui pourrait affecter la viabilité de l'espèce à long terme, mais surtout avec un risque génétique très élevé, compte tenu de la fréquence de reproduction entre consanguins. Ce bref rappel historique, sans aucun prétexte d'exhaustivité, met en exergue en fait les conflits que l'on va reconnaître sur le plan local entre les écologistes, les agriculteurs et les chasseurs. Le seul accord qu'on ait pu trouver, finalement, on le verra avec les mesures d'indemnisation, c'est les mesures avec les éleveurs qui reçoivent en moyenne 50% du budget alloué à la préservation de l'ours dans les Pyrénées, qui est tout de même, il y a une dizaine d'années, de plus de 3 500 000 €. Les chasseurs, eux, finalement, restent les parents pauvres de ces accords. Tout simplement, ils ne peuvent pas tuer les ours sous peine d'être poursuivis, enfin si tant est qu'ils le soient. Leurs territoires de chasse sont restreints par les mesures de protection et les proies qu'ils chassent sont eux-mêmes restreintes par le fait que les ours deviennent eux-mêmes consommateurs du gibier. Et donc, on comprend bien les raisons qui font que le braconnage n'a jamais véritablement cessé sur le secteur. Pour autant,
Pour autant, la population d'ours qui en 1900 était estimée à 1950, puis 70 en 1950, comme je vous l'avais dit, va revenir à un effectif de 14 à 15 individus en 2005. Mais ce qui était quand même l'objectif, c'était l'objectif minimal. Et finalement, on se rend compte qu'on a plus une conservation de l'état de la population plutôt qu'une augmentation significative de celle-ci. Et donc, on a une certaine carence. Il ne faut pas le nier, de l'État de ce point de vue-là, même si, on le verra, les mesures qu'il va adopter, qui sont quand même assez significatives, vont, par certaines d'entre elles, faire l'objet d'une censure de la part du Conseil d'État, notamment s'agissant de l'effarouchement. L'état de la population et de la situation du loup. Le loup, c'est une réintroduction involontaire. Réintroduction involontaire, notamment passant par l'Italie, le fameux loup de Mugabwe, notamment, avec une protection obligatoire et, pour apaiser un peu les choses, une régulation autorisée. Le loup, finalement, c'est celui qui s'est le mieux implanté en France, mais c'est celui également qui pratique le plus de dégâts aux activités humaines. Grosso modo, chaque année, le loup tuerait entre 2500 et 3000 bêtes de têtes appropriées, têtes de bétail, essentiellement des moutons, alors que l'ours ne fait grosso modo qu'entre 200 et 300 victimes, et le lynx moins d'une centaine. Le loup est réapparu en France dans les années 90, alors qu'il en avait totalement disparu. J'avais fait quelques recherches sur les arrêts du Conseil d'État, et notamment pour des dommages qui étaient liés aux battues à ours, et qui cessent à peu près aux alentours des années 50-60. Donc ça ne dépasse plus. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a plus de loups, puisqu'il n'y a plus de battues aux loups de ce point de vue-là, puisqu'il y a eu une politique d'éradication massive. Vous avez eu une certaine controverse sur le point de savoir si le loup avait été réintroduit intentionnellement, mais de façon beaucoup plus cachée, alors qu'en réalité, d'après les biologistes, et compte tenu des recherches génétiques faites, il se serait réintroduit lui-même volontairement en passant par les Alpes via l'Italie, donc le fruit finalement d'une migration naturelle. Simplement parce que l'Italie constitue un refuge pour les ours depuis 1976, qui lui a permis de coloniser véritablement certaines zones italiennes. Et puis, la question s'est surtout posée, pour la défense juridique du loup, si la Convention de Berne, concernant la protection de la faune sauvage, que je vous avais évoquée la fois dernière, puisque c'est celle qui concerne notamment les capacités de régulation des espèces protégées, eh bien la question s'est posée de savoir si la Convention de Berne était ou pas applicable aux espèces introduites. Ce qu'on appelle espèces introduites, c'est-à-dire que ce sont des espèces exogènes, donc non autochtones, étrangères donc, afin de pouvoir éradiquer l'animal. Tout simplement de savoir si la Convention de Berne était ou non applicable. Effectivement, il était décidé que oui. Il était décidé que oui, en interprétant les textes qui ne faisaient pas de discrimination entre ces espèces. Les États membres ont décidé de protéger le loup, et le loup est protégé finalement par un certain nombre de conventions internationales, Convention de Berne de 1979, Convention Directive Habitat de 1992, la Convention CITES de 1973 notamment. Et sa destruction, en principe, et je dis bien en principe, est interdite. On va dire que son introduction naturelle a plus été un succès que la réintroduction artificielle de l'ours, puisque l'espèce, en 2009, va sortir de la liste des espèces qui étaient menacées d'extinction en France. Ce qui veut donc dire que, et c'est ce qui va permettre de changer d'échelle, c'est que ce n'est plus le ministre chargé de l'environnement qui est exclusivement compétent pour déterminer les tiers de prélèvement. Cela va descendre à l'échelon territorial du préfet. On va avoir un certain nombre de politiques, malgré tout, très restrictives sur sa présence, notamment pour tenir compte d'autres politiques menées en parallèle, notamment dans le parc des Écrins, notamment dans le parc des Cévennes, tout simplement du fait d'incompatibilité avec le maintien de l'élevage et le maintien d'une certaine forme de biodiversité dans ces parcs naturels et naturels régionales. D'ailleurs, il a même été prévu que le maire, alors que ce n'était pas du tout sa compétence, puisque normalement le maire, si vous voulez, sur son territoire communal, n'a aucune ou très peu de compétences en environnement, et que la police de l'ordre public ne viserait la capacité d'ordonner le tir du loup que s'il est en position d'attaque d'un individu,
eh bien, il avait été précisé que le maire aurait eu la faculté de prendre, à défaut des propriétaires et détenteurs du droit de chasse, toutes les mesures nécessaires de destruction des animaux nuisibles. Nous verrons dans un prochain cours ce qu'il en est donc de ces espèces susceptibles d'occasionner de nombreux dégâts et pour lesquelles le maire a cette capacité presque historique d'ordonner la destruction de celles-ci lorsque les propriétaires eux-mêmes qui ont cette capacité ne le font pas. Et finalement, le maire avait la possibilité de requérir les habitants avec armes, avec des chiens propres à détruire ces espèces, de surveiller, d'assurer l'exécution des mesures et d'en assurer le procès-verbal. On n'est plus à cette époque où on devait ramener une queue de loup pour être indemnisé à due concurrence de la destruction comme preuve de destruction de l'animal, mais on s'en rapproche tout de même. La conclusion, finalement, assez explicite, c'est que les loups ne sont pas considérés comme des espèces nuisibles, ils sont protégés, mais ils peuvent, au même titre, vous notez la subtilité, au même titre que les espèces nuisibles, être détruits. Donc ils n'ont pas le statut, mais ils ont les conséquences du statut. Reste la troisième espèce, le lynx. Troisième espèce visée, le lynx. Le lynx, comme vous le savez ou pas, c'est un animal essentiellement forestier. Il ne fréquente pas les alpages, contrairement à l'ours et au loup. Dans le cadre de l'inventaire qu'on est en train de faire, dans le cadre de ce qu'on appelle une expertise collective sur le lynx, il y a une bibliographie, mais qui reste quand même assez rare dans ce cadre-là. Tout simplement parce que c'est une espèce qui reste assez vulnérable, assez sensible et discrète, qui est protégée par la directive Habitat, qui est protégée par la Convention de Berne, par la Convention de Washington, et notamment sa fragilité tient essentiellement à la destruction de son biotope par l'humain. Déforestation, chasse, piégeage. Les derniers lynx qu'on a trouvés morts sont des lynx qui ont été soit empoisonnés, soit percutés par des véhicules automobiles en France, notamment dans les Vosges ou en Suisse. Et grosso modo, entre 67 et 75% de la mortalité du lynx observée pendant le dernier quart de siècle, eh bien, sont imputés à l'homme. Et non pas notamment des risques entre les animaux. Et finalement, on dénombre grosso modo à peu près entre 100 et 200 individus, même si largement cela repose sur des estimations et non sur des données scientifiques effectives. D'où le fait qu'il y a eu des mesures de réintroduction qui ont été mises en place à partir des années 50 en Europe, ce qui a donné lieu notamment à un retour avec succès. La totalité des populations suisses et la population française sont issues de réintroduction. Mais vous avez une menace forte qui pèse sur la pérennité, l'effectif des lynx, puisque en France, à partir de 1983, on a le premier lâcher de lynx dans les Vosges, et cette période s'est accompagnée de mesures de sensibilisation des populations, notamment création d'un groupe lynx, d'un colloque à Strasbourg sur le lynx, et vous avez eu finalement cette tentative de sensibilisation à la fois des éleveurs, des chasseurs et surtout des populations pour les réinscrire dans leur histoire puisqu'ils avaient disparu en tant que tels. Et les populations qui avaient été réintroduites, notamment dans les Vosges, ont fait l'objet d'une migration. Je me souviens, lorsque j'ai commencé mes études de droit dans les années 80 à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, vous aviez un certain nombre d'oppositions locales à la réintroduction du lynx. Avec un de mes enseignants, c'était mes premières démarches de juriste en environnement. On était parti à la recherche du lynx et surtout à la recherche de ce qui, dans les populations, faisait cette opposition. C'était pour montrer quelle était l'efficacité ou l'effectivité de la règle de droit par rapport à un contexte donné. Mais, en dépit du fait qu'il y ait fragilité de ces espèces, on se rend compte que des régulations sont parfois nécessaires et finalement à contre-courant des politiques qu'on peut enregistrer dans d'autres pays, notamment la Suisse. Or, les régulations sont rendues nécessaires. Les régulations sont rendues nécessaires non pas parce qu'on a des attaques sur l'homme. L'histoire du grand méchant loup, c'est à peu près terminé, à part dans les contes de fées, si on est encore capable de les lire et de les interpréter, mais tout simplement parce que
et ça fait partie des éléments de la Convention de Berne que je vous avais évoqué la semaine dernière, une certaine prolifération de l'espèce peut nuire à l'espèce elle-même. On a vu la question de la consanguinité, qui peut nécessiter d'extraire des espèces pour les réintroduire ailleurs, ou alors des risques qui peuvent peser ou sur la santé, ou pour ce qui concerne l'élevage, avec des prélèvements de façon à pouvoir éviter la prédation sur ce point. Et finalement, l'argument qui est avancé principalement pour l'abattage de ces espèces, c'est qu'elles sont perturbatrices de l'activité humaine. Grosso modo, pour mieux protéger les espèces, il faut qu'il y en ait moins. Si on veut suivre le discours qui est... voilà. Mais la régulation ne peut être qu'une régulation administrative, autrement dit, sans braconnage. Ce qui veut dire que l'idée qui a été investie par le ministère de l'Environnement, elle est double. C'est d'un côté autoriser la régulation de façon à avoir une paix sociale, acheter une paix sociale et surtout avoir moins d'espèces, tout simplement parce qu'elles vont être en opposition les unes avec les autres et étendre leur territoire, et donc forcément étendre leur champ de prédation, et puis l'indemnisation des dommages qui pourraient être réalisés sur place. Et finalement, on a une situation paradoxale où des espèces protégées vont pouvoir faire l'objet de régulation, donc d'abattage, donc autrement dit les éliminer, tout simplement pour éviter les interactions avec les espèces domestiques. Donc on va avoir de ce point de vue-là des dérogations strictes à la protection d'espèces protégées avec un encadrement particulier de celles-ci. Donc la réglementation et qui concerne l'ensemble de ces trois espèces qui vont donner lieu chacune à des décrets et des arrêtés particuliers, si on veut les résumer, eh bien, c'est de déroger à un certain nombre de dispositions de la Convention de Berne dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore pour prévenir les dommages importants au bétail, aux pêcheries, dans l'intérêt de la sécurité publique, à des fins de recherche et d'éducation, à des fins de repeuplement, de réintroduction, etc., etc. En somme, finalement, on se retrouve avec presque tout le catalogue des mesures possibles pour pouvoir procéder à ces régulations. Il est vrai, comme je vous le disais, lorsque vous avez à peu près 2000 espèces domestiques qui sont tuées par le loup annuellement sur l'ensemble du territoire, on puisse avoir une certaine inquiétude de la part des éleveurs. Mais nous verrons que ça peut tenir aussi, et c'est un des éléments des différents plans nationaux de gestion, cela peut tenir aussi au mode que l'on a d'élevage. Puisque vous avez moins de prédation en Italie, par exemple, mais vous avez un mode totalement différent d'alpage, notamment des moutons, où vous avez l'obligation. Ceux-ci rentrent en bergerie le soir, alors qu'en France, ils restent dans l'alpage. Pour l'essentiel, ils restent dans l'alpage. Et donc, c'est pour ça que, essentiellement, ce sont les tirs de prélèvement qui sont promus. Alors, qu'en est-il de ces tirs de prélèvement si je prends les mesures, par exemple, relatives au loup? Pour donner un exemple de ces éléments. Si on prend le tir relatif au loup, par exemple, vous avez, c'est le dernier texte en vigueur, un arrêté du 23 octobre 2020 qui fixe les conditions dans lesquelles on a des limites pour les dérogations aux interdictions de destruction qui peuvent être accordées par les préfets. Je vous rappelle qu'antérieurement, c'était le ministre de l'Environnement, désormais, échelon déconcentré, le préfet. Vous avez tout d'abord une réglementation qui vise le nombre maximal de loups qui peuvent être tués annuellement. Ce qui veut donc dire qu'on doit faire autant que possible un dénombrement des populations de loups sur le territoire, dans les secteurs concernés par l'abattage. On doit déterminer les mâles et les femelles, l'âge des loups, de façon à pouvoir déterminer quel est le prélèvement qui sera le moins préjudiciable à la reproduction et donc au maintien de l'espèce sur place. Donc on a, avant toute chose, un inventaire, une étude scientifique qui est nécessaire avant de pouvoir ordonner le prélèvement. Et vous avez un plafond qui est fixé annuellement d'abattage, en nombre de loups. Tout simplement parce qu'il faut éviter que le plafond fixé par arrêté soit dépassé, d'une part. Ensuite, il convient de concentrer les moyens
sur les élevages et les territoires qui sont les plus affectés par la prédation, notamment lorsque le plafond est proche d'être atteint, Pour des raisons évidentes, mais il a fallu quand même avoir un certain nombre de discussions, c'est qu'on va extraire du nombre d'animaux que l'on peut abattre, bien ceux qui ont fait l'objet d'une disparition soit naturelle, soit accidentelle. Si on dit qu'il faut abattre 10 loups dans l'année et qu'il y en a 2 qui sont morts par accident ou par empoisonnement ou par piégeage, eh bien, ils vont être déduits de 2, donc on ne pourra plus qu'en tirer que 8 par exemple. Et vous avez, le cas échéant, la possibilité pour le préfet de prendre une mesure de suspension de son arrêté, voire de retrait, si on estime que, compte tenu de nouvelles informations, eh bien, la population lupine pourrait être en danger du fait de ces prélèvements, ou alors, si les modalités d'exécution des arrêtés ne sont pas respectées par le bénéficiaire sur le terrain. Donc vous avez des opérations qui sont des opérations de tir, d'abattage, de façon à faire une régulation de population. Deuxième mesure, qui est moins létale, a priori pas du tout, ce sont les mesures d'effarouchement. Vous avez un certain nombre de mesures qui sont déclenchées pour éviter les tentatives de prédation du loup. Toute une réglementation est fixée, les opérations sont possibles à proximité du troupeau pendant toute la durée du pâturage, et les mesures sont assez variées, mais réglementées quant à leurs effets. Il peut y avoir des tirs non létaux, donc qui ne causent pas la mort, des effarouchements à l'aide de moyens olfactifs, visuels ou sonores. Mais pour tenir, alors vous allez noter quand même la particularité du dispositif, c'est que normalement on ne peut pas avoir d'opération de chasse sauf dans les Cévennes et en Guyane, dans les parcs nationaux. Ici, on va pouvoir avoir des opérations d'effarouchement d'espèces protégées dans un parc national. Mais, compte tenu du fait que cela risque de déranger d'autres populations qui, elles, sont protégées à l'intérieur du parc, eh bien, dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation de moyens olfactifs et de sources lumineuses, eh bien, nécessite une autorisation du directeur du parc. Donc, le préfet autorise le fait qu'il puisse y avoir des mesures d'effarouchement, et dans certains secteurs, vous devez avoir, pour des moyens qui peuvent porter atteinte à d'autres espèces elles-mêmes protégées ou dans un territoire protégé, la nécessité de l'autorité de police du parc, c'est-à-dire son directeur. Et dans le cœur des parcs nationaux également, eh bien, dès lors qu'il y a interdiction de la chasse, ce qui est le cas de 80% des parcs français, l'effarouchement par tir non létaux est interdit, ce qui veut donc dire que les mesures d'effarouchement dans les parcs nationaux sont extrêmement limitées par rapport au reste du territoire. Vous avez donc d'abord des tirs pour pouvoir abattre à titre préventif, vous avez des mesures d'effarouchement et vous avez enfin des opérations de destruction, ce qu'on appelle des tirs de défense pour défendre les troupeaux, c'est-à-dire des tirs non pas de prévention, mais des tirs de protection dans ce cadre-là. Ce qu'on appelle tirs de protection, eh bien, ce sont des tirs qui sont occasionnés par des attaques qui vont donner lieu à des victimes animales qui seraient indemnisables au titre de la prédation du loup. Donc on verra tout à l'heure quels sont les différents critères qui ont été retenus dans ce cadre-là. On a ce qu'on appelle des tirs de défense simples ou des tirs de défense renforcés, ça va dépendre des moyens qui sont mis en œuvre, mais qui peuvent être pris à proximité du troupeau, sur les pâturages, sur les parcours notamment, dont bénéficie le bénéficiaire de la dérogation pour pouvoir procéder à ce tir de défense, et il est nécessaire de le faire en dehors d'un certain nombre d'espaces, notamment les réserves naturelles. Mais, dans la mesure où il s'agit de tirs de défense, il ne faudrait pas qu'il y ait un détournement de l'objet, c'est-à-dire qu'il est interdit de procéder à certains types de manœuvres permettant notamment d'attirer les loups à proximité des chasseurs ou de les contraindre à s'approcher des tireurs pour pouvoir mieux les tirer. Par exemple, provoquer des réactions chez les loups de façon à faciliter leur détection par les tireurs, notamment lorsqu'ils vont chasser en meute, qu'ils sont cachés, provoquer leur dispersion pour pouvoir les abattre alors même qu'ils n'étaient pas en position d'attaque.
en tant que tel. Voilà, vous avez tout un ensemble d'éléments, notamment avec le tir de nuit, mais à condition qu'il y ait une identification formelle de la cible. Bref, vous avez toute une série d'éléments. Vous avez en fait, je vous disais, une distinction très forte qui est appliquée dans ce cadre-là. Les tirs de défense simples, en fait, ce sont des tirs lorsque les mesures de protection qui sont mises en place, notamment les mesures d'effarouchement, ne sont pas suffisantes. Contrairement aux tirs de défense renforcés, c'est lorsque ni les mesures de protection par effarouchement, ni les tirs de défense simples sont efficaces. Et c'est l'hypothèse, et on a une mesure un peu plus élevée en Suisse où le nombre d'animal qui a fait l'objet d'une prédation par le loup, c'est de 10. En France, il faut que le troupeau, donc c'est par troupeau, et pas sur une population dans une vallée, par exemple population de ovines dans une vallée, c'est que le troupeau a subi au moins 3 attaques dans les 12 mois précédant la demande de dérogation, et qu'il se situe sur un territoire où il a été constaté des dommages importants dans les élevages qui ont donné lieu à des tirs de défense simples et en dépit de mesures de protection des troupeaux. En fait, on retrouve la même chose que je vous avais expliqué l'autre jour à propos des espèces protégées, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir d'effarouchement que si on a pris des mesures d'abord de protection, parce que l'effarouchement peut également porter atteinte à l'espèce protégée. C'est-à-dire que le tir, donc de façon létale conduisant à l'abattage de l'espèce, ne peut être justifié que si on avait pris les mesures effectives permettant la protection, notamment s'entourer de chiens patous, enfin tout un ensemble de mettre les moutons par exemple dans des enclos couverts, enfin tout un ensemble de mesures permettant d'éviter cette prédation. Et ce n'est que si on est arrivé, malheureusement, on n'est pas arrivé à la protection du troupeau par ces méthodes que l'on peut avoir des tirs de protection renforcée. Et ces opérations de destruction vont être faites lorsqu'on est en défense par le berger, lorsqu'on est en destruction par les agents de l'Office français de la biodiversité. Donc on voit ici qu'on a toute une série de dispositions qui vont permettre donc de porter atteinte à l'espèce. On retrouve quelque chose d'un peu similaire pour l'ours, avec une actualité dont j'essaie de retrouver ma fiche ours, voilà, sur ce point, parce qu'il y a les 3 espèces voilà. Sur l'ours brun dans les Pyrénées. Vous avez un arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours dans les Pyrénées pour prévenir les dommages de troupeaux. Eh bien, les mesures ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque les actes de prédation n'ont pas du tout la même forme. Il doit y avoir, si vous voulez, c'est pour prévenir les dommages causés par un ours manifestant un comportement suivant, notamment l'absence persistance de fuite lors de la rencontre avec l'homme. L'homme le rencontre, l'ours ne fuit pas, au contraire, il aurait tendance à le suivre. Donc vous pouvez avoir un risque potentiel pour l'homme. Vous avez ensuite les attaques répétées d'un troupeau de jour malgré la présence du berger. Et vous avez enfin une alimentation régulière à partir de nourriture d'origine humaine. Notamment l'ours qui va fouiller dans les poubelles dans un village par exemple ou dans des poubelles d'un chalet. Donc vous avez un rapprochement progressif de l'ours de la population humaine et qui pourrait laisser craindre une attaque de la part de celui-ci. Et de ce fait, à partir du moment où on a ces 3 comportements possibles de l'ours, le préfet peut prendre des mesures d'effarouchement, soit effarouchement simple, avec des moyens sonores, olfactifs et lumineux, soit un effarouchement renforcé à l'aide de tirs non létaux. Et vous avez toute une série, un catalogue de toutes les mesures que l'homme est capable d'inventer et de développer pour pouvoir faire peur à l'ours, puisqu'il s'agit de ça finalement, l'effarouchement, des moyens lumineux et les moyens sonores avec des cloches, des pétards, des cornes de brume, des sirènes, des avertisseurs, etc. Bref, tout un ensemble d'éléments sonores. Puis avec des mesures particulières qui doivent respecter un certain nombre d'éléments, notamment mise en œuvre à partir de postes fixes, utilisation de munitions particulières à condition qu'il doit y avoir une distance spécifique par rapport au troupeau, etc., etc.
Mais en dépit de toutes ces mesures qui auraient pu paraître parfaitement légales, et alors qu'on a le CNPN, le Conseil national de la protection de la nature, qui avait été appelé dans sa commission espèces protégées à rendre un avis sur ce projet d'arrêté, avait signalé qu'il y avait comme un léger souci, c'était notamment lorsqu'on avait des femelles qui étaient dites suitées, c'est-à-dire qui étaient accompagnées de leurs petits oursons. Eh bien, dans ce cadre, le Conseil d'État, dans un arrêt du 31 octobre 2022, donc récemment, a annulé la possibilité de recourir à des tirs non mortels pour effrayer les ours bruns dans les Pyrénées, tout simplement parce que ça n'était pas suffisamment encadré pour les femelles gestantes et leurs oursons. Comme le dit la haute juridiction, l'article 4, donc l'article 4 de cet arrêté qui prévoyait que la mise en œuvre d'effarouchements forcés, les éleveurs, etc., pouvaient avoir un effarouchement par des tirs non létaux à l'aide d'un fusil de calibre double à double détonation ou à l'aide de cartouches à munitions en caoutchouc. Je passe les détails techniques. Le Conseil d'État considère que ces mesures sont illégales, tout simplement parce qu'elles ne prévoient pas expressément, je cite, de mesures encadrant la mise en œuvre du dispositif d'effarouchement renforcé auprès de femelles en gestation, donc qui pourraient provoquer des avortements, ou des femelles suitées, donc qui pourraient provoquer la dispersion des oursons et donc leur mort à plus ou moins court terme en étant seuls dans la nature. Et comme le dit le Conseil d'État, les dérogations susceptibles d'être accordées sur ce fondement par le préfet ne portent pas atteinte au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle. Donc on va de ce fait exclure non pas certaines méthodes, mais certains ours du dispositif d'effarouchement. Et donc on va considérer finalement que les moyens sonores, les moyens olfactifs ou lumineux sont suffisants. Je ne peux pas vous en dire plus puisque nous nous prononçons la semaine prochaine sur le nouveau projet d'arrêté complémentaire de l'article 4 qui va faire suite à l'arrêté du Conseil d'État dans ce cadre-là. Donc on voit finalement que même s'il y a un certain nombre de mesures qui sont adoptées, vous avez quand même un très fort encadrement juridique. Mais vous avez vu que je vous ai parlé presque que de mesures assez négatives finalement dans la gestion des rapports des espèces introduites ou réintroduites avec l'être humain. La France a été condamnée en manquement à plusieurs reprises, tout simplement parce que ce qui est imposé notamment par la Convention de Berne ou par la Directive Habitat de 1992, c'est que les États se dotent de ce qu'on appelle des PNA, des plans nationaux d'action qui vont viser chacune de ces espèces. Et donc je vais vous donner quelques aperçus des plans qui ont été adoptés sur le territoire français, les plus récents naturellement, dont certains, notamment le plan Lynx, a été adopté l'année dernière tout simplement, et on est juste en train de le mettre en place effectivement en assistant la préfecture du Doubs pour ce qui concerne le Jura et le Doubs pour le lynx. Donc j'ai un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées. Prenons tout d'abord la question du loup. La question du loup. Vous avez notamment un plan national d'action pour le loup, mais surtout, et c'est le plus grand nombre finalement de rapports parlementaires qu'on ait pu connaître sur la question, c'est la gestion des rapports entre le loup et le pastoralisme, qui est à l'ordre du jour essentiellement. Vous avez donc un plan loup et activité d'élevage qui a été arrêté en 2018, par l'État français et qui a plusieurs objectifs. Tout d'abord, élaborer une nouvelle mode de gestion de l'espèce fondée sur une meilleure connaissance, et on se rend compte finalement que ce qui manque le plus pour mieux gérer l'espèce, c'est la connaissance de celle-ci. Et vous allez avoir donc toute une série de méthodologies qui sont prônées dans ce cadre-là, essentiellement dans le plan loup, 5 mesures pour ce qu'on peut appeler des rapports apaisés entre le pastoralisme et le loup. Tout d'abord, la mise en place de programmes de recherche pour bien comprendre la biologie, pour bien comprendre le comportement de l'espèce et adapter les mesures de gestion et surtout les mesures de protection des troupeaux.
les mesures de protection des troupeaux. D'où le fait que le plan préconise la mise en place d'un centre de ressources qui permet de rassembler l'état des connaissances de l'espèce, qui s'appuie sur l'expertise des opérateurs et sur le réseau loup-lynx existant, puisque c'est un double réseau qui fonctionne dans ce cadre-là. Vous avez ensuite, deuxième série de mesures du plan loup, des mesures pour protéger les troupeaux face aux attaques des loups. Tout simplement, le renforcement de la protection dans les foyers d'attaque, la mise en place d'un réseau structuré de chiens de protection, notamment le chien patou qui présente dans les Pyrénées cette particularité d'être parfaitement imprégné du troupeau. Il fonctionne, il interagit avec le troupeau comme si c'était un autre lui-même. Donc si vous pénétrez dans le troupeau sans connaissance de vous par le chien, il vous attaque. Ce qui a donné lieu à un certain nombre d'attaques de promeneurs un peu inconscients allant se promener au milieu des troupeaux, alors qu'il y avait le chien patou. Le chien patou ne fait pas la différence entre un promeneur et un loup. C'est un étranger dans le troupeau, donc il l'attaque et le met en fuite, éventuellement en lui enlevant quelques morceaux de chair humaine, comme ça arrivait à certains promeneurs, qui ont donné lieu à des indemnisations, notamment par le parc du Mercantour. À condition que ça marche, que ça fonctionne, parce que j'ai le récit puisque je suis membre aussi du conseil d'administration du parc des Pyrénées, on était allé parc national des Cévennes, on était allé faire quelques enquêtes de terrain, et notamment auprès d'éleveurs, et qui nous avaient raconté que la dernière attaque de troupeaux de loups à l'intérieur même de l'élevage s'était traduit par le fait que le chien patou avait été retrouvé grelottant le lendemain dans un angle de la bergerie, ne sachant plus quoi faire. Tout simplement, il avait servi à rien parce qu'il y avait beaucoup trop de prédateurs par rapport à sa seule capacité de chien. Voilà. Et en plus, à l'intérieur de la bergerie, là où a priori les moutons étaient censés être les mieux protégés. Et donc finalement, on se rend compte que certaines méthodes, même si elles montrent leur efficacité, ne sont pas toujours les plus adéquates. Il est précisé également pour les mesures de protection, c'est mise en place d'un accompagnement technique et une prestation de conseils aux éleveurs, par exemple. Et puis, essayer d'analyser un peu mieux ce qu'on appelle les fronts de colonisation pour voir lorsque vous avez les loups qui ont mis bas, eh bien, petit à petit, vous avez les petits louveteaux qui vont se séparer de la meute originelle pour former une autre meute avec son propre territoire de prédation assez large. Et donc, vous allez avoir comme ça de larges étendues de prédation qui vont se développer sur un territoire, voire même, comme on le sait désormais, traverser totalement la France pour se propager à l'intérieur du territoire. Mais également, puisque ça avait été une des mesures qu'on avait trouvées extrêmement surprenantes lorsqu'on s'était prononcé au CNPN sur ce plan national d'action, c'était plan d'action en faveur du loup, et on trouvait la mesure pour le loup après la mesure contre le loup. Puisque vous avez quand même la troisième espèce de mesure, qui est les mesures pour protéger le loup, on dira presque enfin, c'est que tenir compte d'un plafond de gestion, et le plafond de gestion a été limité au départ à 40, donc on pouvait abattre jusqu'à 40 loups annuels, ce qui est quand même pas rien pour une espèce protégée, mais le plafond a été réévalué dès 2019, fixé à 10% de la population, donc 10% de la population à l'échelon national, avec une possibilité d'intervention du préfet, donc possibilité, mais lui ne peut pas dépasser 2% de la population en tant que telle. Le plan loup se donnant comme objectif de ne pas d'atteindre 500 loups d'ici, donc 500 loups à l'abattage, on précise bien, d'ici 2023. Une fois l'objectif atteint, eh bien, le dispositif de gestion de la population sera réexaminé. Vous avez également des mesures, et j'y reviendrai, qui sont destinées à aider, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, c'est 500 loups de population, et c'est l'abattage au-dessus, parce qu'on ne peut pas, sur ce point d'ici 2023, pardonnez-moi dans les chiffres, donc c'est bien atteindre une population de 500 loups jusqu'à 2023, et ensuite on revoit toutes les mesures de gestion s'il y a un fort dépassement. Mais on n'a pas tout à fait les mêmes approches. On avait un collègue suisse biologiste qui était venu nous informer des dispositifs suisses, notamment en cas d'attaque de troupeaux, à partir du moment où vous aviez plus d'un certain nombre d'animaux qui faisaient l'objet d'une prédation.
La difficulté que l'on avait observée, c'était que il était possible d'abattre un loup à partir du moment où vous aviez une certaine quantité d'animaux qui avaient été atteints, mais sans se préoccuper de savoir si c'était le loup prédateur ou un autre. Ce qui importait, c'était une unité, un spécimen, plutôt que le spécimen qui présentait un danger particulier pour les élevages. Vous avez également des mesures qui sont adoptées pour soutenir l'élevage et le pastoralisme, par exemple, dans les zones de présence du loup. Donc toute une série de mesures comme ceci qui sont destinées à procéder à ce qu'on appelle de la protection dans ce cadre-là. Vous avez également le plan Lynx, donc le dernier qui a été adopté, qui est sur la période 2022-2026, qui va fixer un certain nombre de mesures, et on retrouve presque les mêmes, mais avec quelque chose encore plus prégnant, c'est le problème de la connaissance. Parce qu'on s'est rendu compte dans le conseil scientifique que même si on avait une certaine connaissance du lynx d'un point de vue général, il y avait très peu de connaissances du lynx sur le territoire français, l'essentiel de la littérature étant une littérature étrangère sur le sujet. Ce qui fait d'ailleurs que dans le conseil scientifique du plan lynx, nous avons un collègue biologiste suisse spécialiste du lynx. Si vous avez un certain nombre de mesures, il y a des axes qui s'arrêtent en mesure, je vous donne quelques-unes, mais qui sont, on va le voir, totalement différentes des mesures du loup, parce que ce n'est pas du tout le même comportement que le lynx, une fois encore, qui est beaucoup plus fragile. C'est de réduire les conflits avec les activités d'élevage, ce sont des mesures à peu près similaires, surtout d'informer, sensibiliser, échanger avec le monde de l'élevage, assurer la coexistence de l'activité cynégétique, donc des chasseurs, et la participation de la chasse à la conservation de l'espèce, et notamment d'éviter les tirs contre le lynx. Améliorer la connectivité, parce qu'on s'est rendu compte que une des sources essentielles de la disparition du lynx, c'était les rencontres avec les véhicules automobiles et les intersections des aires de déplacement par la voirie. C'est surtout améliorer l'acceptation de l'espèce grâce à l'appui des sciences sociales, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une très faible connaissance. Finalement, quand vous lisez les contes de fées, vous avez plus de place de l'ours et du loup que du lynx. Donc il n'est pas véritablement ancré dans la culture populaire, et on s'est rendu compte que vous n'aviez pas une appropriation symbolique du lynx, contrairement à celle qu'on peut avoir pour le loup ou pour l'ours. Et donc, une des parties du travail que l'on va recommander, c'est de travailler cette emprise sociologique de ce point de vue-là. Et puis un autre élément auquel le lynx est très sensible et sur lequel on travaille, et qui est prévu dans le plan national d'action, c'est améliorer la connaissance de l'influence de l'homme sur le dérangement de l'espèce. Alors ce qu'on appelle le dérangement, c'est pas rencontrer le lynx au détour d'un sentier parce qu'il vous aura repéré bien avant, c'est essentiellement éviter le dérangement par la déforestation, donc en détruisant totalement son aire de vie. Et puis vous avez tout un ensemble d'autres éléments, c'est évaluer la diversité de son régime alimentaire, parce que si à partir d'un moment donné, vous avez des prédations par les chasseurs qui vont se traduire par une diminution d'espèces qui sont l'alimentation la plus adéquate pour le lynx, vous risquez d'avoir un certain nombre de difficultés pour celui-ci, et notamment pour nourrir les jeunes. L'autre élément, c'est essentiellement la lutte contre la destruction illégale, puisque vous avez encore signalé des piégeages d'une femelle lynx est morte récemment à la suite d'un empoisonnement. Inutile d'ailleurs de vous dire qu'il sera quasiment impossible de déterminer qui était le responsable de cette destruction illégale, et puis mettre en place tout un ensemble d'outils d'information, d'éducation, de sensibilisation, et surtout sur les enjeux de conservation. Donc on voit bien, en prenant ce cadre-là, qu'on est vraiment à des lieux, même si on s'en rapproche parfois, mais de l'approche que l'on a sur le loup. Déjà, les territoires ne sont pas les mêmes. Ceux du lynx, ils sont quand même très serrés dans l'espace. Les Vosges, le Jura, le Doubs, un peu dans l'Ain. Alors que le loup a une diversité de populations et surtout un nombre de populations beaucoup plus élevé. Mais on s'est rendu compte que gérer, informer,
autoriser les tirs de régulation n'était pas nécessairement suffisant pour faciliter l'acceptation. Une autre mesure, une dernière mesure a été mise en place, ce sont les mesures d'indemnisation. Ce sont les mesures d'indemnisation qui ont été arrêtées par le ministère de l'Environnement. Comme je vous l'avais expliqué l'autre jour, la loi de 1976 n'avait absolument pas prévu l'indemnisation des espèces, des dommages d'espèces protégées. Le Conseil d'État a modifié sa jurisprudence et a considéré qu'à partir du moment où la loi qui protégeait l'espèce n'avait pas formellement interdit qu'il y ait indemnisation des dommages causés par cette espèce, alors l'indemnisation était possible à condition que le dommage ne soit pas la conséquence évidente de la protection, par exemple l'interdiction de la taxidermie, alors que le dommage causé par la prédation de l'ours, de loup ou du lynx contre un troupeau n'est pas la conséquence immédiate et envisageable de la loi. Et donc, se fondant sur le principe de rupture d'égalité dans les charges publiques, le Conseil d'État va admettre que l'on puisse indemniser les dommages causés par des espèces protégées, alors même que la loi n'a rien prévu. Voilà, je recadre un peu sur le plan strictement juridique. Qu'en est-il donc de ces mesures qui sont prévues par un décret du 9 juillet 2019 sur l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx? On s'entend bien, on parle de troupeaux domestiques. Hein. Si le loup dévore le chien, il n'est pas concerné par l'indemnisation. Parce que c'est pas un troupeau, il n'est pas intégré dans un troupeau domestique en tant que tel. Donc vous avez d'abord à l'échelon européen, puisque si vous avez une aide qui est apportée par l'État, vous risquez d'avoir un risque de divergence de concurrence entre les États, une rupture de concurrence entre les États. Donc vous avez l'inscription de ce dispositif d'indemnisation dans le régime de l'Union européenne sur ce qu'on appelle les aides de l'État dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales au titre de l'Union européenne pour remédier aux dommages causés par les espèces protégées. Sinon, vous auriez ces ruptures d'égalité entre les États. Ensuite, le champ est bien serré. Ce sont les dommages causés aux animaux d'élevage ou aux ruches, ça c'est le problème de l'ours, ou aux ruches qui pourraient être dus à des attaques de loups, d'ours et de lynx, mais ne sont indemnisés que les personnes physiques ou morales qui exercent une activité agricole en lien avec ces activités. Il peut y avoir également des éléments liés à la pisciculture, notamment pour la pêche de l'ours. Alors, qu'est-ce qui permet de dire qu'on va être indemnisé? Qu'est-ce qui permet de dire que l'on va être indemnisé? C'est qu'à la suite d'une attaque, vous avez une expertise qui est réalisée et c'est le préfet qui va décider sur le fondement du constat, procès verbal, de constat d'attaque, que l'indemnisation est possible. Mais il se peut qu'on ne puisse pas déterminer avec certitude que l'attaque serait liée à tel animal, par exemple un loup plutôt qu'un chien errant. Eh bien, lorsque les éléments techniques du constat ne permettent pas de conclure avec certitude sur la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx, sur la cause de la mortalité, il y a prise en compte du contexte local, donc on est une espèce d'impression locale qui tient compte d'un certain nombre d'éléments, mais surtout qui va exclure des indemnités. Les mortalités qui ne sont pas liées à une prédation ne donnent pas lieu à indemnité. Comprenez, c'est tout le problème par exemple d'une femelle mouton gestante qui avorte du fait d'une attaque du loup, ou d'un mouton qui va se jeter dans le vide du fait d'une attaque du loup. Il peut très bien se jeter dans le vide tout seul, comme la femelle peut bien avorter sans qu'il ait eu l'intervention du stress du loup. Comment déterminer que c'est bien le loup qui est effectivement le responsable du comportement du troupeau ou de la femelle gestante qui aurait conduit à cette perte de son petit mouton? Vous voyez, donc on a parfois donc c'est vraiment, si on a eu dans le même secteur des attaques répétées, on peut penser que dans ce même secteur où vous avez des femelles qui ont avorté, c'est bien lié au loup. Donc la question de la certitude n'est pas toujours très évidente et c'est bien un contexte qui va permettre de reconnaître l'indemnisation particulière. C'est pour ça qu'il est dit, lorsque la cause est indéterminée, il n'y a pas indemnisation, sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation.
Et puis enfin, les mortalités qui sont liées à une prédation ne donnent lieu à indemnisation que si on ne peut pas écarter la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx. Donc si on a un doute, alors il y a indemnisation. C'est pas le doute profite à l'accusé, c'est le doute profite au berger. C'est que s'il y a à l'apiculteur, c'est que s'il y a un doute, on va quand même considérer que, on va dire, c'est pour des raisons de paix sociale que c'est une attaque qui est liée dans ce cadre-là. Mais une fois encore, c'est comme pour le tir, c'est que l'indemnisation ne sera possible que si la victime, c'est-à-dire le berger ou l'apiculteur, aura démontré qu'il aura adopté des mesures de protection raisonnables ou reconnues comme non protégeables. C'est-à-dire que la façon dont il élevait son troupeau dans les alpages n'a pas pu faire face à l'atteinte du loup. Quand vous avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines de moutons qui sont répartis sur plusieurs hectares dans les alpages, vous n'avez pas une visibilité totale de ceux-ci, eh bien, vous ne pouvez pas nécessairement prévenir leur attaque. Et donc, de ce fait, ça n'est pas nécessairement défendable au sens de défense contre la prédation. Et à partir du moment où l'attaque est caractérisée, où est-ce que l'attaque est présumée et donc reconnue comme telle, vous aurez une indemnisation à 100% des coûts qui va couvrir le coût direct des attaques, donc la valeur totale de l'animal. Alors c'est soit parce qu'il y a eu sa mort, soit parce qu'il a fallu l'euthanasier par le vétérinaire de l'OFB qui va venir euthanasier l'animal, soit la valeur des animaux disparus, notamment parce qu'il est parti dans la nature et on ne l'a plus retrouvé, ou alors par contre il a chuté dans un ravin. On tient compte également du coût indirect des attaques, c'est-à-dire toutes les pertes consécutives à la perturbation du troupeau, notamment les avortements, le stress, la moindre prise de poids par exemple, la baisse de lactation, bref tout un ensemble parfaitement renseigné sur le plan scientifique qui est la cause de l'attaque en tant que telle, les éventuels frais vétérinaires qui sont liés à la prédation, et puis tous les éléments de remplacement des éléments d'élevage qui auront fait l'objet d'une destruction ou d'un endommagement, notamment les ruches, les parcs et les clôtures. Et vous avez comme ceci tout un ensemble de mesures qui sont prises pour pouvoir l'indemniser. Ce décret de 2019 a été lui-même complété par un arrêté qui va fixer les montants qui sont déterminés avec des montants en euros, des codes, distinguant les ovins, les équins, enfin donc les chevaux, les moutons, les vaches, etc., selon qu'ils soient mâles ou femelles, selon l'âge. Et bref, tout un ensemble de valorisation. Est-ce qu'il était label bio ou pas? Enfin bref, vous avez toute une série de critères qui essaient de tenir compte, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, le juste prix de l'animal qui a fait l'objet de cette prédation, éventuellement toutes les pertes, notamment le coût de fabrication du fromage, de vente, bref, toutes les pertes qu'il pourrait y avoir, donc pour pouvoir indemniser et donc, on va dire, finalement pacifier les rapports entre l'homme et l'animal dans ce cadre-là. Merci beaucoup.